Le as, c'est le vendeur et le bid, c'est le acheteur. Et donc, on va regarder combien d'ordres ils sont placés, combien de lots ils sont placés à l'achat et combien de lots ils sont placés en vente. Donc, on va voir par la suite, c'est que ce n'est pas parce qu'on se place à l'achat avec 10 lots à X prix que ce prix-là, il va vraiment avoir des lots à l'achat. Il peut avoir moins, il peut avoir plus. Et ça, on va le voir. Alors, ça, c'est la profondeur de marché. Donc, c'est les ordres placés sur plusieurs lignes de prix. On va voir par la suite sur le carnet. C'est-à-dire, sur ce prix-là, j'ai 10. Sur ce prix-là, j'en ai 11 vendeurs, 12, 50, etc. Et inversement, sur l'achat ici, par exemple, j'aurai 10. Puis voilà, chaque prix peut avoir les intentions d'achat ou de vente, ce qu'on appelle les ordres limites. Vous savez, tout ce qui est ordre limite, c'est-à-dire on se place, on n'est pas au marché, le marché il trade 5-6 points plus haut, et moi je veux acheter le marché 6 points plus bas. Donc je pose mon ordre limite et j'attends. C'est ce qu'on appelle des traders passifs. Et quand je suis un trader agressif, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je veux rentrer market, donc je vais rentrer au prix du marché. Le S&P trade sur par exemple 6500, ben, je vais acheter tout de suite, donc je vais acheter 6500,25. J'aurai un tick parce que je dépasse ceux qui attendent à 6500 en limite. Ben, moi, je suis prêt à payer le prix de marché, mais j'aurai toujours un tick plus haut. S'il n'y a pas beaucoup de volats, je peux avoir 2-3 ticks, plus haut. Donc la suite, on va voir. Tac, tac, tac. S'il te plaît, non, c'est pas grave. Donc voilà, on avait parlé des ordres limites, donc sur les traders passifs, des ordres marché traders agressifs, et là, on va voir la liquidité. Donc, sur la liquidité, ce qu'on va voir, c'est sur le côté, sur l'inside print. Ce qu'on appelle l'inside print, c'est les ordres imprimés à l'intérieur du marché. Et là, c'est la vraie exécution du marché. Donc là, on va voir combien d'ordres est passé à tel prix côté vente et combien d'ordres il est passé à tel prix côté achat. Comme on voit un peu, alors ça a l'air un peu pas impressionné. Ça a l'air un peu compliqué au début, mais vraiment, c'est quelque chose de vraiment simple. C'est acheteur-vendeur qui prend la main sur ce prix-là. Et si on décale, quel prix on va acheter. Et donc là, bah, vous voyez ici, on a une ligne des achats et des ventes sur plusieurs prix qu'on peut voir ici. Mais on va voir après par la suite vraiment sur le carnet. Et là, on est sur un marché, c'est-à-dire la 3 contre 19, 12 contre 26, 58 contre 39, etc. etc. Et donc, c'est grâce à ça, ce qu'on appelle le footprint ou l'order flow. Mais nous, ce qu'on va voir vraiment, c'est sur l'inside print. Dire que le carnet, c'est lui qui, je dis pas, voilà, c'est pas comme on l'a dit tout à l'heure, hein, je dis pas c'est le meilleur outil, etc. Mais c'est la base des marchés. Une bougie, elle est calculée par rapport au carnet d'ordre. Certes, même si on met une bougie M1, mais comment est-ce qu'on suit le price action, il est où? Ça vient d'où? Eh ben, ça vient du carnet. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand le marché bouge un tick vers le haut, un tick vers le bas, c'est là où on a notre bougie qui bouge un tick vers le haut, un tick vers le bas. Par contre, une bougie, elle est en tout cas placée par rapport au temps. Donc, quand elle arrive à 1 minute, bah, elle se clôture et puis elle passe sur la deuxième minute, mais ça reste toujours de la même manière. Un footprint ou l'order flow, pareil, c'est basé sur le carnet. Tout ce qui est indicateur de volume, tout ce qui est MACD, tout ce qui est voilà, ce genre d'indicateur, c'est basé aussi, c'est calculé par rapport au carnet d'ordre, par rapport à l'offre et la demande. Si j'ai un delta d'achat qui est plutôt fort, bah, j'aurai mon MACD qui monte à la hausse, donc en vert, et après le volume il baisse, c'est qu'on passe sur un volume vendeur. Mais en tout cas, à la base vraiment de toutes les informations qu'on voit, quel que soit sur un graphique, quel que soit sur un indicateur, elle est basée vraiment sur le carnet d'ordre. Parce que c'est là où on va voir par la suite, c'est vraiment, on peut trader du tick au tick. Mais la micro-variation, alors humainement parlant, avec les algos sont beaucoup plus rapides que nous, en tout cas, on ne pourra pas être plus zoomé sur le marché que sans le carnet d'ordre. Donc, pour la suite, donc, là, on avait parlé alors, sur le price flow. Donc, le price flow, c'est la base de la stratégie, de la lecture du carnet d'ordre. C'est-à-dire quand je vois un acheteur et un vendeur, quand je vois un acheteur qui entre sur le marché, à quel prix il renforce ses ordres et à quel prix il pousse les marchés. Inversement, quand j'ai un vendeur, je vais essayer de suivre ce vendeur-là parce que nous, on scalpe, donc à aucun moment on va anticiper le marché. Je ne dis pas aujourd'hui, alors sur cette stratégie de scalping, bien évidemment, je ne dis pas aujourd'hui je suis haussier, aujourd'hui je suis baissier. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais me placer par rapport à un volume très important sur le marché. Et si le volume décale à la hausse, bah, je vais faire que des achats, donc en scalping. Et si le volume décale à la baisse, je vais faire que des ventes pour aller chercher une contrepartie plus bas. C'est-à-dire, si le marché part à la baisse, eh ben, il va aller chercher un acheteur plus bas. Et si le marché part à la hausse, il va chercher un vendeur plus haut. Et c'est ce qu'on va essayer de suivre sur le marché. Donc, le volume, c'est très important. Donc, il peut nous faire
des supports résistants sur le marché. Et là, c'est l'inside print. Ça va être la base, mais vraiment la base du carnet d'ordre. Si on a une très mauvaise lecture de l'inside print, on peut même parfois lire le marché à l'envers. Et là, c'est vraiment pas très bon parce que si on pense que le marché est acheteur et puis on a mal lu l'inside print et puis il est vendeur, ben, on va se prendre toujours des stops et c'est pas sympa, c'est pas top. Donc, pour la suite, donc ce que vous avez ici, c'est le carnet d'ordre. Alors, j'ai préparé quelques screens qu'on va regarder ensemble. Mais là, ce qu'on voit ensemble, pardon, je vais mettre comme ça. Donc là, j'ai la colonne de prix de l'indice. Donc là, c'est un screen sur le S&P 500. OK? Ici, j'ai mon S&P 500 qui cote et qui coûte 6071 donc dollars ici. Et là, vous voyez, c'est les ordres en attente. Donc ça, c'est les acheteurs passifs. Donc c'est les ordres limites qui sont en attente avec la profondeur du marché. Et donc là, j'ai 6 lots à l'achat. Donc j'ai 6 acheteurs qui sont prêts à acheter le S&P à 6071 face à 6 vendeurs market. Donc, quand on parle de l'offre et la demande de la contrepartie, quand on dit qu'il y a un acheteur sur le marché, en face, il y a un vendeur. Sur ce point-là, on est tous d'accord. Ce qu'il faut rajouter aussi, quand j'ai un acheteur limite, c'est qu'en face de cet acheteur limite, j'ai la contrepartie, c'est-à-dire j'ai un vendeur market. Et inversement, quand j'ai un vendeur limite, en face de moi, en face de ce vendeur, il y aura un acheteur market. Donc, les limites et les markets, on ne peut pas tomber sur un acheteur limite et un vendeur limite en même temps. Il faut toujours la contrepartie. Et les marchés, en tout cas, donc la variation de marché, elle est basée sur les traders agressifs, c'est les acheteurs market. Si demain, pour X raison, sur le S&P, j'aurai un vendeur limite ici et un acheteur limite ici, le marché ne bougera pas. Il ne fera aucune variation. Donc vraiment, ceux qui font bouger le marché, c'est les traders, c'est les algos en tout cas, mais c'est les traders agressifs, c'est les achats et les ventes market. Après, ici, donc j'ai mon volume. Et là, ce que vous voyez et ce qu'on parle de cette stratégie, en tout cas, parce que le carnet d'ordre, on peut aussi l'utiliser sur plusieurs stratégies. De mon côté, je suis quelqu'un qui traite le volume. Donc, vous allez voir après sur les graphiques, donc, que pour analyser la journée ou les graphiques pour trader, même si on n'utilise pas des graphiques pour trader, je ne dis pas que les graphiques, c'est pas bien, mais en tout cas, sur cette façon de faire, on n'a pas de temps. Le temps, il est important hein, sur le marché, ça c'est sûr. Hein. Dans la vie, d'une façon générale, le temps, c'est les expirations des options, c'est les releveurs des contrats futurs, etc. Donc, le temps est important, mais en tout cas, pour scalper sur le price flow, donc sur le carnet d'ordre avec le price flow, on utilise vraiment les volumes. Donc, tout ce que vous voyez ici, c'est des chiffres par rapport à des volumes. Là, sur ce prix à 6075, que je vois que on a échangé 1985 lots. Si je descends ici plus bas, je vais avoir 2045 qui est en bleu plus clair. Qu'est-ce que c'est? C'est le POC. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le POC. Non? Voilà, c'est le point of control. Ici, c'est basé sur le volume. C'est le VPOC. C'est-à-dire quoi? Le point of control, c'est là où on a passé le plus de temps sur ce prix-là. Ça, c'est le temps. Ici, puisqu'on traite les volumes, ça va être le VPOC. Et c'est là où on a échangé le plus de volume sur ce prix-là. Si j'ai mon POC ici à 2045, et ben, si vous voulez faire le tour de tout le carnet, vous n'aurez jamais, à aucun moment, un volume qui est à 2046. C'est le plus gros, c'est ici. C'est là où on a échangé le plus de volume. On peut avoir 2044. Ça arrive parfois quand le marché sont très volatiles. On monte ici sur ce prix-là, on le trade et on monte à 2045. Les deux, ils sont en bleu sur une seconde. Et après, ça change. Et ici, ça passera le POC parce qu'on passera à 2046. Okay, donc, c'est la base sur le marché. En tout cas, sur le carnet, c'est pour les volumes. Ici, ce que j'ai, c'est l'inside print. Ça, c'est les ordres imprimés sur le marché. Ici, c'est les intentions d'achat. Donc, le marché peut monter 2 ticks plus haut et ces 15 lots, par exemple, ils se retirent du marché ou ils rechargent encore 15 lots. Ça, on ne pourra pas le savoir parce que c'est voilà, on est placé sur 15 lots, mais ce n'est pas sûr qu'il va passer 15 lots en vente. Par contre, ce qu'on va voir ici, ça, c'est l'historique et c'est ce qu'il y a eu sur le marché. Là, c'est le vrai échange entre acheteurs et vendeurs. Par exemple, si le prix était à 73 ici, donc là, on a le prix gris comme ça, on voit que là, il y a eu 3 achats market qui ont été absorbés par 3 ventes limites. C'est pour ça on est vendeur ici, sales, mais en face, c'est bleu. Pourquoi? Parce que c'est la contrepartie. Si le vendeur a vendu 3 lots ici, il a vendu à qui? À sa contrepartie. Et la contrepartie d'un vendeur, c'est un acheteur. Donc, c'est pour ça, c'est un peu
Bah, alors, c'est pas l'inverse, c'est normal, c'est la logique. Quand on vend quelque chose, ma contrepartie, c'est un acheteur. Et quand buys, donc ici, la colonne buys, quand j'achète quelque chose, ma contrepartie, c'est des vendeurs. Et donc ici, je peux voir que on est en train de créer ce qu'on appelle un range. Donc ici, on a eu 3 achats market qui ont été absorbés par 3 vendeurs limites. Et en bas, pareil, j'avais 3 ventes market qui ont été absorbées par 5, 5 ventes market qui ont été absorbées par 5 acheteurs limites. Donc, c'est l'offre et la demande. La contrepartie, quand il y a un acheteur en face, la contrepartie, c'est vendeuse. Et quand il y a un ordre limite, sa contrepartie, c'est market. Et c'est comme ça les marchés bougent. OK? On va passer sur. Bien sûr, Les colonnes bleues et rouges, c'est ce qui est en attente sur le marché de l'eau, des gens qui sont à des prix qui sont au milieu. Là. c'est ça. Mais à droite, c'est un cumul alors de tout ce qui s'est passé avant Voilà, ce niveau-là. c'est ça. C'est vraiment le cumul. Et le seul lot où on verra quand le carnet bouge, ici par exemple, on a eu 6 lots. Donc si on part du principe que là, j'avais 5 lots market, si on revient dans le passé, quelques secondes avant, ici, j'en avais 11 lots qui sont placés en limite à l'achat. Et puisqu'on a vendu 5 lots en face, donc 11 moins 5, ça nous fait 6. Et c'est comme ça c'est comme ça les marchés bougent, en tout cas le carnet bouge. Et c'est là où nous, on va essayer de suivre ces mouvements et suivre et faire ce qu'on appellera par la suite les paliers de prix. Alors par contre, si j'achète au marché et que je vends au marché, je n'apparais pas sur les colonnes bleues et rouges, c'est instantané. Non, bien sûr, tu vas, l'historique. c'est ça, tu es dans l'historique, c'est ça. C'est ça l'objectif, c'est de trouver. On peut pas avoir on peut pas avoir les ordres limites, pardon, mais puisque un ordre limite, la contrepartie, c'est un ordre market, donc nous, on peut voir les ordres market ici et déduire qu'il y a eu 5 ventes market, donc il y avait en face 5 achats limites. Alors j'ai entendu dire aussi que les grosses institutions, elles arrivent à cacher leurs intentions. On ne voit pas tout à fait la quantité d'eau qu'elles ont à vendre ou à acheter. Alors, s'ils sont exécutés, on le voit. S'ils sont Exécutés, c'est-à-dire s'ils rentrent sur le marché, là, on les voit. Alors, ce qu'on appelle, ils rentrent avec des ordres iceberg, c'est-à-dire ils vont se placer tout doucement sur le marché. Donc là, imaginons, on a, je donne un exemple, 1000 lots à acheter sur le S&P. Il ne va jamais se placer avec 1000 lots ici. Là, on le voit, ça y est, c'est fini. On va tous le pousser et puis on va aller avant lui. Donc, ce qu'il va faire, ils ont des algos. Là, vous allez voir, il n'y a qu'un chiffre 6. Mais dès qu'il y a un ordre qui rentre, il se recharge en 6. Et en fait, parfois, limite, même à l'œil nu, on ne le voit pas, tellement que ça se recharge rapidement. Par contre, c'est là, on va le voir. C'est ça. En fait, ça prend. À chaque fois, on va en market en face, et bah, de 6, on passe à 5, mais en millisecondes, et puis il remet 6. Mais là, c'est grâce à ça. Voilà. C'est ça. C'est là où ça va rester sur 6. Par contre, là, on va passer sur 5, 10, 15, 20, 30. Et là, on se rend compte qu'il y a un acheteur, il se passe quelque chose. Voilà. Il y a des ordres qui se passent. C'est ça. C'est là où. Et en plus, on verra le volume profile qui est en train de monter. C'est-à-dire 1260 lots, 1262, 1265. Et c'est là où on peut détecter. Donc, c'est vraiment quand on trade, nous, ce qu'on commence à la base, c'est de la lecture de prix, le bid et le ask, l'inside print, et après, on se base sur le volume. Et on imbrique les trois ensemble. Franchement, on aura un setup qui est plutôt intéressant. C'est ça. Alors moi, ce que je me base toujours sur le volume global, c'est-à-dire dès que la journée elle ouvre à minuit, c'est le volume que je garde jusqu'à l'open 15h30. Il y en a qui font le cash, c'est-à-dire ils s'en foutent un peu de ce qui s'est passé la veille, mais ils viennent, leur volume il commencera à être construit à 15h30, vraiment à l'arrivée des Américains, donc 9h30 chez eux. On a entendu ce matin que certaines grosses positions qui avaient beaucoup de choses à acheter, par exemple, commencent par vendre parfois pour faire baisser. C'est possible, ça? Alors c'est peut-être un peu de la manipulation, mais moi ça ne m'étonnerait pas, non, ça ne me choquerait pas. Ouais, bien sûr, on peut vendre avant d'acheter. Après, voilà, on reste, tout ce qu'on fait, vraiment, c'est que on essaie de détecter une variation sur le marché qui peut nous ramener, alors sur le S&P, on peut faire des trades à 7-8 ticks, ce qui est intéressant avec l'effet de levier des marchés futurs, donc 12,50 $ le tick, avec un petit risque. Et donc, je ne sais pas si on parle un peu stratégie, en tout cas moi, pour mes datas, c'est une stratégie donc des petits moins, moins et un gros plus. Pourquoi? Parce qu'on scalpe, donc on va tâter un breakout ou une variation sur le marché, mais je vais tenter ce breakout, je ne vais pas miser gros.
Donc, je vais mettre des petits stops. Donc, on est sur le S&P, parfois, on peut aller jusqu'à 3 à 4 ticks de stop. C'est vraiment, vraiment, voilà, c'est bien. Faut pas aller plus loin, plus gros, pardon. Et on va essayer d'aller chercher, par exemple, un ratio 1/3. Donc, ce qu'on va voir, on va voir un win rate qui est bas parce qu'on prend beaucoup de stops, mais ça reste petit, donc moins de ticks, moins un tick. Mais quand le marché décale, on prend 25 ticks. Et c'est ça qui est plutôt intéressant parce que quand je suis sur le marché, je ne peux pas être sûr si le carnet va décaler, donc si le marché va décaler ou pas. Donc, vaut mieux un peu, comme on dit, tâter le terrain avec des petits stops pour quand ça part, je suis dedans, que risquer gros dès le départ. Et quand ça part pas, bah, ils font faire des scalps pour rattraper un seul trade. Il y en a qui font l'inverse. Il y en a qui sont plutôt sur des petits plus. Et quand ils se prennent un gros mois, bah, ça supprime 3, 4, 6 scalps. Chacun, en fait, c'est un caractère de trading. Et tout dépend de votre. Si ça vous fait mal au cœur avec un stop de supprimer 4 scalps gagnants, eh ben, faut peut-être être de l'autre côté et inversement. Ok. Donc, on va passer pour. Ouais, ouais, s'il te plaît. Donc là, on avait parlé de ça. Anticipation de la manipulation, donc les ordres iceberg, etc. On peut le détecter. Ça va de plus en plus rapidement dans nos jours, mais ça reste faisable sur des carnets lourds. Sur des carnets comme par exemple le S&P. On ne pourra pas peut-être passer sur le Nasdaq, le lire, ça va être un peu plus compliqué. Et là, ce que vous voyez ici, donc ça c'est à côté qu'on va voir par la suite, c'est le graphique aussi du volume. Donc, c'est les bougies classiques que vous voyez, mais c'est basé sur le volume. Et vous allez voir qu'on a des concentrations de volume qu'on va utiliser par la suite pour support résistance. Quand on scalpe, ce que je dis souvent, c'est que on n'anticipe pas le marché. Et donc, quand on scalpe, on a toujours un pas de retard par rapport au marché. C'est-à-dire, je vais venir aujourd'hui et je vais regarder au minimum la veille ce qui s'est passé. Je vais me baser sur le volume de la veille. À aucun moment, je vais me baser sur un volume qui est en cours de construction parce que ce volume-là, il n'est pas fini. Donc là, oui, il y a un très gros volume qui se prépare sur le marché, mais qu'est-ce qu'il va faire ce volume-là? Est-ce qu'il va être un volume haussier? Est-ce qu'il va être un volume vendeur? Est-ce qu'il va être un volume acheteur? Mais quand je pars sur des datas du marché, donc sur l'historique, les données d'hier, c'est fini la journée, ça y est, ce volume-là, on voit qu'il a décalé le marché à la baisse. Là, je suis sûr. Si je vous dis, hier, ce volume-là, il était vendeur parce que ce volume-là, il a accumulé, le marché il est parti 10 points ou 100 points à la baisse, et ça y est, c'est fait. Mais là, aujourd'hui, s'il est en train d'accumuler son volume, c'est 50-50, acheteur comme il peut être vendeur. Donc, ça va être des graphiques qui sont toujours basés sur les volumes. Donc, on traîne les volumes. Alors, on est par heure. C'est vrai que chaque case, elle présente 1 heure, mais par avoir une lecture lissée sur le marché, où on aura 20 bougies par jour avec chaque concentration de volume par heure. Okay. Et c'est ce qu'on utilise pour scalper. C'est-à-dire là, plus bas, je vais passer short, et plus haut, je vais passer à l'achat pour aller chercher des zones techniques que le marché a déjà réagi dedans. Le marché n'oublie jamais ses prix, le marché n'oublie jamais ses volumes. On finira par revenir sur un X volume ou un X prix parce qu'il se passe tellement de choses derrière qu'on ne pourra pas tout savoir. Mais voilà, moi ce que je fais et ce que vraiment je me mets en tête quand je trade, c'est que j'anticipe pas le marché, je ne suis pas le marché, par contre je suis le marché. Le marché il monte, j'achète. Le marché il baisse, je short. J'ai un mouvement baissier, à aucun moment je dis ah c'est le plus bas, je vais commencer à accumuler à l'achat parce qu'on va repartir à la hausse. Non, je continue en short. Dès que mon dernier vendeur qui fait baisser le carnet, fait baisser le prix, il lâche, c'est là où je passerai à l'achat. Et j'aurai toujours un pas de retard. Si demain moi je connais pas Nice par exemple, et j'ai perdu mon téléphone ou j'ai oublié mon téléphone et puis on va aller dans un resto, dans un bar et je connais pas la route et j'ai pas de GPS. Et un d'entre vous, il connaît la route. Je vais le suivre avec sa voiture. Donc j'aurai ma voiture et vous aurez votre voiture. Je suis derrière vous. Est-ce que je peux arriver à destination avant vous, sachant que je connais rien? À chaque fois, vous allez tourner à droite, je vais tourner à droite. Quand vous allez tourner à gauche, je vais tourner à gauche. Et c'est ça qu'on fait sur le marché. À aucun moment, je peux savoir où il va y aller. Sur du scalping, bien évidemment. Je parle de cette stratégie. Donc, tout ce que je vais faire, c'est que je le laisse faire. Il commence à décaler et construire son palier de prix. C'est là où je vais commencer à le suivre. D'accord? C'est sympa, merci. Donc, la suite, c'est. Non, je trouve que c'est sur la fin. Voilà. Alors, on a on a plusieurs stratégies sur le carnet. Hein. On a scalping de tendance, on a des traders qui scalpent contre rien, donc des micro-variations.
On a ceux qui utilisent l'inside print et le tape reading, c'est-à-dire ils choisissent une quantité d'ordres et disent bah, moi, il y a un lot partout, ça ne m'intéresse pas. Moi, tout ce que je veux, c'est je veux regarder vraiment les gros ordres qui rentrent sur le marché, par exemple, par 10 lots. Donc, dès il y a un trader qui n'envoie pas un par un, mais il va envoyer 10 par 10 et je veux le voir sur le tape. Et il y a plusieurs stratégies. Donc, grâce au tape reading aussi, eh ben, on peut détecter les ordres iceberg. C'est-à-dire, on va voir, c'est un algo qui va balancer 1, 1, 1 d'un coup, mais vous allez voir, dans la seconde, il peut envoyer 100 lots, mais vous aurez 1, 1, 1, 1, 1 ou 2, 2, 2, ces mêmes chiffres, et qui commence à vraiment à prendre sur le marché. Et là, on voit que c'est un algo qui est en train d'absorber, donc qui ne veut pas vraiment s'afficher sur le marché. Et par contre, pour ne pas faire fuir la contrepartie. Quand on voit un acheteur, ou un vendeur, en tout cas, pourquoi les instituts ils ne veulent pas s'afficher sur le marché, pardon, parce que c'est par rapport à la force des acheteurs et des vendeurs. Si moi, demain, on va rester sur les téléphones. Si moi demain, j'ai un seul téléphone à vendre, pour pas dire des marques, j'ai un seul téléphone à vendre et vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK? J'ai un seul téléphone à vendre et vous êtes 7 à vouloir acheter ce téléphone. Qui a la main sur cette opération? C'est moi le vendeur ou c'est vous les acheteurs? C'est moi qui a la main. Maintenant, si on inverse et j'ai 7 téléphones à vendre et il y a un seul d'entre vous qui va rentrer pour acheter le téléphone, qui a la main sur cette opération? C'est l'acheteur. Et bah là, les instituts, ils veulent pas s'afficher sur le marché pour pas tomber dans cette situation où ils ont plus la main sur le marché. Et là, on voit il veut acheter 1000 lots aujourd'hui pour X raisons, parce que les clients, alors quel que soit sur l'euro-dollar, parce qu'il y a une transaction d'Apple qui ont vendu en Chine, ils peuvent le remettre en dollars et c'est le dernier jour pour pouvoir, peu importe la raison. Et il veut se placer avec 1000 lots. Mais moi, si j'ai un vendeur et je vois qu'il y en a un qui veut vraiment acheter 1000 lots, bah moi, je vais aller vendre plus haut. Je vais m'enterrer. C'est-à-dire, je vais voir qu'il se place ici à 1000 lots, il faut les vendre, mais à un moment donné, je me dis, attends, toi, tu as besoin d'acheter. Et donc, tout ce que je vais faire, bah, je vais monter encore plus haut et je vais te vendre plus haut. Et si moi, je vends plus haut, je gagne plus. C'est tout à fait normal. Et donc, c'est là où eh ben, le plus gros souci des professionnels, pas comme nous, les particuliers, parce que on entend souvent que les professionnels ne traitent jamais, je ne traite pas comme les particuliers perdent. Alors, c'est vrai, ils ne traitent jamais parce qu'on n'a pas les mêmes intérêts. Ok. Les professionnels sur le marché, leur seul souci, c'est la liquidité, savoir la contrepartie. Les stops, ils n'en mettent pas parce qu'ils se hedgent avec les options. Nous, on est obligé de mettre des stops ou peu importe, hein, d'autres, voilà. Euh, Ils sont sur du long terme, donc ils rentrent sur le marché sur des positions, ils ne vont pas sortir le lendemain. Déjà pour rentrer, c'est pareil, ils ne vont pas rentrer en une journée. Ils ont 85% de la totalité de leurs capitaux, ils sont investis sur le marché, donc ils ne peuvent pas rester cash. Et c'est d'ailleurs si demain, ils analysent qu'il y a un très gros risque sur les marchés actions, et ben, tout ce qu'ils vont faire, ils vont faire un mouvement de flux, c'est-à-dire ils vont sortir du S&P, du Nasdaq, peut-être ils vont aller sur le Dow parce que bah, le côté industriel il est plutôt intéressant, mais ils vont aller se protéger avec le dollar, etc. Et c'est ça leur façon de faire, c'est tout. Et donc, qu'on peut comprendre que c'est normal, on ne va pas trader de la même manière. Moi, demain, je vais rentrer avec un lot, mais je suis personne. Un lot, je clique, je rentre, je clique, je sors. Et il n'y a aucun. Et donc, les instituts, les professionnels, ils ne sont pas plus intelligents que nous, ils sont beaucoup plus avancés sur la tech, mais on n'a pas les mêmes objectifs sur le marché. Alors, là, ce qu'on fait, c'est du scalping, donc c'est de la spéculation sur le marché. On va essayer de prendre des micro-variations qui font un très beau PNL par la suite. Et en tout cas, moi, pour ma part, on finit la session, on sait ce qu'on a gagné ou on a perdu, et puis on rentre, on dort. Bon, voilà, je dors. Quand j'ai des positions qui tournent la nuit, bon, ça, c'est un autre stress, c'est un autre, voilà. C'est un autre style de trading. Mais en tout cas, sur cette façon-là, c'est alors 1 heure de scalping vraiment en carnet d'ordre, c'est bien. Je dis pas s'il y en a qui font plus, etc., que c'est pas bon ou c'est bien, mais humainement parlant, si quelqu'un reste 6 heures derrière un carnet et dit je trade au carnet d'ordre pendant 6 heures, c'est qu'il ne lit pas le carnet. C'est juste des chiffres ou pousser une manette pour rentrer parce qu'il regarde autre chose. Lire le carnet, garder en tête tous les prix sur un Nasdaq qui bouge du haut au bas, qui fait 40 points à la hausse et puis 50 points à la baisse en l'espace de 3 minutes, et garder tous les prix, je pense que c'est humainement parlant, c'est pas très. Non, c'est pas possible. Donc, pour la suite, donc la conclusion, le carnet d'ordre est un outil très très puissant pour les traders donc actifs, les traders agressifs qui vont scalper. On n'anticipe pas le marché, mais on sera toujours en avance et on sortira toujours
on avance par rapport à quelqu'un qui se base sur autre chose. Je ne dis pas de si on trade les bougies, c'est pas bien, ou si on trade les indices, c'est pas bien. Le carnet reste dangereux si on n'arrive pas à le gérer. De toute façon, les marchés futurs, d'une façon générale, restent quand même dangereux si on n'a pas un peu de, quand même, minimum de connaissances et d'expérience. Mais si on arrive à vraiment à maîtriser le carnet, c'est quelque chose, moi je trouve que c'est un outil vraiment, vraiment super intéressant. Et je sais qu'on a tous peur de la volate, c'est vrai, ça fait peur, la volatilité. La volate. Mais la volatilité, c'est l'allié d'un scalper. Moi, j'en gagne plus sur le marché quand il y a de la volatilité, il y a de la volatilité, et je perds quand il n'y a pas de volatilité. Parce que je vais aller chercher des micro-variations. Et plus le marché est volatile, plus ça me permet de prendre le maximum. Et quand le marché n'est pas volatile, ben là, ça risque de me prendre plus de stop que d'aller sur des breakouts. Bien sûr, ouais, bien sûr, on peut apprendre. C'est ça, en fait, on commence sur des marchés plutôt lents, des carnets vraiment lourds. On verra ce que c'est un carnet lourd, ce que c'est un marché lent. Et on peut apprendre, c'est vraiment de la pratique. Les céréales, c'est lent, ouais. Le pétrole, c'est lent. L'euro-dollar, c'est lent. Le marché obligataire, c'est très lent aussi. Alors, très lent hors news, vraiment en temps normal. Non, il y a beaucoup, franchement, il y a beaucoup de marchés qu'on peut trader. Le carnet, ah oui, autre chose, le carnet, alors moi je pars, c'est une spécialité. C'est-à-dire, on peut avoir un trader au carnet d'ordre qui peut trader plusieurs indices. C'est bien, mais chaque marché ne bouge pas de la même manière. Donc, quand on trade au carnet d'ordre, je pense, en tout cas pour ma part, de se spécialiser sur un seul indice, le Nasdaq, le S&P, le Dow Jones, ou peu importe quel indice, ou le pétrole, parce que les variations et la réaction sur le carnet, c'est pas la même. Chaque marché est différent. Chaque accélération sur un marché n'est pas la même qu'un autre. Et donc, se spécialiser sur un seul indice ou paire de Forex ou peu importe, c'est plutôt intéressant qu'aller vouloir trader le carnet et mettre 50 carnets devant, c'est pas top. D'y aller, vous regardez le graphique pour 4 heures ou la direction. Non. Non, honnêtement. Je regarde les graphiques un peu une fois toutes les semaines, tous les mois, histoire de voir un peu où il se situe l'indice, etc. Mais pour trader, non, vraiment pas de. Je n'aurai pas des graphiques en 5 minutes ou en 15 minutes. Je me base plus sur du volume. Volume acheteur, volume vendeur. Et puis je tente les breakouts. Avec plaisir. Donc, on va passer un peu sur le carnet. Alors, je vais voir si je peux. Alors, avant le carnet, on va regarder. Hop là. On va regarder un graphique de volume. Donc ça, pardon. Donc ça c'est mon graphique. C'est là où j'analyse la journée. Alors c'est un graphique daily sur le S&P. Okay. Là, si je trade sur du moyen long terme, alors, ça a l'air un petit peu compliqué, pas compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de détails à regarder, mais c'est vraiment quelque chose de simple. Ce que vous voyez ici en rouge, en vert pardon, c'est mon volume acheteur. C'est le bas de mon range. Pour faire simple, c'est un support. Ce que vous voyez ici, c'est mon volume vendeur. C'est celui qui tient le marché à ses plus historiques. Donc ça, c'est le vendeur qui est placé sur le S&P. Et ce que vous voyez au milieu ici, la zone jaune, c'est une zone intermédiaire. C'est-à-dire, c'est une zone importante de volume, mais cette zone, elle est ni acheteuse, non, c'est pas elle est ni acheteuse, elle est acheteuse et vendeuse en même temps. Si on fait la différence entre la ligne jaune, le bloc de volume, ce qu'on appelle ça, c'est des blocs de volume. Le bloc de volume, vous allez voir que le marché le traverse à plusieurs reprises, à la baisse comme à la hausse. Par contre, si on regarde le volume vendeur ou le volume acheteur, OK, on a des excès, c'est les marchés, mais le marché réintègre directement, il part dans l'autre sens. Et c'est ce qu'on a appelé tout à l'heure l'offre et la demande. Là, on a deux contreparties sur le marché. Et sur le S&P comme sur le Nasdaq, en tout cas sur le marché US, je pense que tout le monde attend la sortie de ce range.
Est-ce que vous avez senti un peu depuis le mois de janvier et décembre qu'on est sur ce fameux range? Si vous tradez déjà, voilà, on a senti un peu sur le mois de janvier, surtout 2025, c'est que le marché, il faisait que ça. Donc que des allers-retours. Et là, vous allez voir que donc c'est des blocs de volume daily, hein. Donc là, on peut même voir l'agressivité de la période et se dire dans quelle période alors on peut regarder bien évidemment le VIX, etc., pour voir ouais, le stress, la peur, en tout cas la protection des instituts sur le marché. Plus le VIX il monte, plus on prend des assurances sur le marché. On peut anticiper potentiellement un retournement. Et c'est pour ça que le VIX il monte, donc c'est ce qu'on appelle l'indice de la peur, ou le stress il monte sur le marché. Et donc là, vous voyez ici, par exemple, ça c'est une journée classique. Ça, c'est un bloc de volume en daily. Donc ça, c'est le genre de journée où on fait quasi rien. Le marché ne bouge pas. Maintenant, on regarde cette période et vous verrez, alors c'est le 25, je crois, de mémoire. Le 25, ouais, peut-être le 20. À partir du 25 février au 20 février, ben, on commence à voir des grosses variations sur le marché. Donc ça, c'est une journée de trading et ça, c'est une journée de trading. Et vous voyez, la variation, elle commence à être de plus en plus grande sur le marché. Ici, pareil. Ici, pareil. Et là, alors hier, c'était magnifique. Donc aujourd'hui, alors on n'est pas dans l'anticipation, mais on anticipe. La seule anticipation qu'on fait sur le marché, c'est pour se protéger. Et là, j'arrive, si j'ai du mal avec les marchés volatiles, je me dis, OK, donc pour l'instant, je suis sur une variation très volatile sur le marché. Là, on arrive et on touche notre contrepartie acheteuse. Et là, comme je vous ai dit donc sur ce que je fais en scalping, c'est que j'anticipe jamais le marché. À aucun moment je dis là, il va avoir un rebond et là, il va y avoir un breakout. Ce que je vais faire, c'est plus haut, je vais acheter pour aller chercher la contrepartie fondeuse et plus bas, je vais tenter mon breakout. Donc, qu'est-ce que c'est un breakout? C'est quand on a un vendeur qui lâche. Et là, ce que vous voyez, c'est les zones bleues, c'est le TP. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si mon support sur mon volume acheteur sur le S&P, j'ai pas, je vais juste voir les chiffres exactement comme ça. Voilà, le volume entre 5870 et 5850, donc ça fait 20 points S&P. Si ce volume lâche, le S&P peut me faire dans un premier temps moins 70 points à peu près, 75 points. Et si c'est beaucoup plus grave, on peut faire à peu près dans les moins 150 points. Non, c'est le volume. Ah, TP, c'est la target, ouais, pardon. C'est le TP, c'est la target dans le cas où le marché, l'acheteur lâche. Et donc là, on vient. On la voit avant, alors hop, je vais la mettre là. En fait, c'est des zones de volume. Voilà. C'est des anciennes zones de volume qui ont tenu le marché. Voilà, non, mais c'est vrai, c'est du passé. On se base, c'est ça. On se base toujours sur les datas sur le marché. Ça, c'est des anciennes zones ici qu'on a tenu le marché en vente. Vous voyez ici quand ça a briqué. Et là, c'est une zone super importante parce qu'on avait accumulé à l'achat ici avant de faire des plus hauts historiques et aller chercher plus haut. Et donc ça reste deux zones qui sont très très importantes sur le marché. Et comme on l'a dit, le marché n'oublie jamais ces zones, n'oublie jamais ses prix. Donc on peut aller encore haussier parce qu'on a tellement bien accumulé, donc pas besoin pour revenir chercher. Mais en tout cas, dans le breakout de cette zone, il y a une très grosse probabilité de faire moins 70 points, voire moins 150 points sur le S&P. C'est des zones daily, c'est-à-dire comme vous voyez ici, chaque bougie, c'est une journée de trading. Donc des zones comme ça, alors sauf vraiment catastrophe ou des mauvaises news, ça peut vraiment breaker sur une session. Mais c'est des zones c'est pas tout le temps que ça casse. Même si on veut les trader en temps normal, vaut peut-être mieux les acheter. On aura plus de probabilité de respecter le range. Donc on achète une fois, on gagne, on achète deux fois, on gagne, on achète trois fois, bon peut-être là, sur cet excès, il y a un stop. Mais si, à l'inverse, on tente un breakout, à chaque fois on touche des grosses zones comme ça, pour l'instant, là, ça fait depuis le mois de novembre, on ne sort pas. Donc, on a un marché qui stagne. C'est ça qu'on appelle le volume profile. Et c'est à côté, oui. Et c'est le volume profile. Donc, ce que vous voyez ici, alors je vais le mettre ici. Tac. Le volume profile, qu'est-ce que c'est est-ce que vous savez un petit peu ce que c'est le volume profile avant de commencer? Volume profile. Moyen? Alors, le volume profile, c'est 70. Alors, c'est calculé sur deux. Il y a deux manières. Il y a le 68,2 et 70%. Mais normalement, par défaut, c'est 70%. C'est la concentration
voilà, de 70% de tout le volume entre une VAH et une VAL. Donc la value area high, la VAH, le haut de ce volume profile, et la value area low, la VAL, le bas de ce volume profile. Donc le volume profile, on peut faire simple. La VAH et la VAL, c'est le support et résistance. Entre ces deux-là, il y a 70% de la concentration de ce volume-là. Ça, c'est un monthly du mois de janvier. Donc ça, c'est toujours des datas. Je n'utilise pas celui de février. On est quel jour? Non, même pas. On n'est pas fini. Mais dès qu'on passera en mars, c'est là où je vais me baser sur celui de février. Demain. Pourquoi? Parce que toujours, j'anticipe jamais le marché et je me base jamais sur un volume qui est en cours de construction. Parce qu'il peut aller à la hausse comme il peut aller à la baisse. Sauf que là, celui de mois de janvier, ça y est, la VH, on sait tout ce qui est là, elle ne bougera jamais. La VL, elle est là, elle ne bougera plus jamais. C'est fini, c'est du passé. Et c'est ce que vous voyez ici, le peu qui reste d'excès plus bas qu'une VH et plus haut qu'une VL, c'est les 30% de volume restant. Donc, on peut avoir parfois 70% de la concentration ici et puis les 30% vers le bas, ou 70% de concentration ici et les 30% vers le haut, ou on peut avoir 10 et 20 ou 15, etc. Mais en tout cas, c'est ça, oui. C'est le mois. C'est ça. Alors, demain, je vais mettre celle de février. J'aurai toujours un pas de retard. C'est-à-dire là, parce que je suis en daily sur du moyen long terme, donc j'aurai toujours un pas de retard. Par contre, quand je scalpe, je vais mettre celle de la veille, d'hier, et le lendemain, je vais mettre celle d'aujourd'hui, etc., etc. Donc, toujours un pas de retard, sauf sur mon carnet. Là, je dois être à l'instantané pour voir ce qui se passe sur le marché. Sinon, voilà. C'est un peu c'est les mêmes bases, mais c'est autre chose. Ouais. C'est autre chose. Le market profile, c'est plus avancé, plus poussé sur les volumes. Et là, ce que vous voyez ici, c'est écrit, hop là, c'est le VPOC. Donc, c'est le volume de point of control. C'est là où on avait échangé le plus de lots. Et quand on voit ici sur le volume profile, vous allez voir, alors là, on ne le voit peut-être pas trop, mais il dépasse tous les autres volumes. Ce volume-là, c'est le volume le plus échangé sur tout le mois. C'est à ce prix-là exactement où on avait échangé le plus 88,25, le plus de lots pendant le mois de janvier. Okay, donc, c'est des prix, des prix vraiment très, très, très importants. Moi, je rajoute un peu quand on commence à ranger, donc pour voir la concentration. Et là, j'ai la VAL et la VH de mois de décembre, que je la garde. Après, quand je passerai en mars, quand on passera en mars, et là, ça va être le volume profile du mois de février. Et là, je fixerai celle de janvier, la VH et la VL de janvier. De janvier, c'est bien ça, de janvier. Ça sera écrit VH janvier. Comme ça, j'ai la plus grosse concentration de mon volume. Donc, à l'intérieur, je saurai comment trader. Et surtout, quand on sort de ce volume-là, ce jour-là, il faut être vraiment devant les écrans parce que c'est ce genre de journée où, quand le marché décale, c'est là où on prend. Voilà, on peut parfois, ça nous arrive, je pense que vous tradez parfois, vous faites des journées où ça ne paye pas. Et parfois, on fait des journées où ça nous fait une semaine, voire 2 semaines de trading. Par exemple. Et ces jours-là où on doit vraiment être sur le marché. Moi, j'avais un range que j'attendais le breakout pendant les élections de Trump. Il a cassé à minuit. Donc ça, c'était dommage. On l'avait décalé à l'époque quand ils ont annoncé les résultats le soir. Il avait décalé de 500, je crois, points en 700 points à la hausse. C'est un range qu'on attend depuis 3 semaines. Et puis quand il break, on n'est pas devant. Donc bon, après, c'est comme ça. Je ne traite pas hors juste pour revenir sur ce détail, je ne traite pas hors des heures américaines. Moi, quand je trade le Nasdaq, je me mets en mode américain. Ouais, je m'appelle Marc, je trade le Nasdaq ou Jack, voilà. C'est vraiment pourquoi? Parce que c'est eux où ils apportent le plus de volume et c'est leur marché. C'est les Américains décident où peut aller le Nasdaq. Parfois, on a des matinées où, parce qu'il y a des mauvaises news aux États-Unis, ça commence à vendre vraiment à 9 h du matin, heure de Paris. Ça commence à vendre le Nasdaq ou le S&P. 15 h 30, les Américains, ils arrivent. S'ils veulent racheter leur marché, puis ils peuvent partir, rattraper toute la baisse et faire encore plus de hausse. Donc, c'est ça, 15 h 30, 16 h 30. Il y a des sessions où je fais 15 h 30, 15 h 32, où je termine parce que j'ai pris le premier scalp. C'est là où ça a explosé, j'ai été dans le bon sens. Et déjà, à la limite, quand j'arrive à 16 h 30, et puis c'est que la journée est compliquée. Là, je suis derrière l'écran encore à 16 h 30 ou à 16 h 15. Et que voilà, j'ai du mal, ou je gagne un peu, je perds un peu, puis voilà, je reste flat. Si je finito, c'est bon signe ou ça peut être aussi mauvais signe, hein, parce que c'est ça. Je peux aussi me prendre.
Franchement, non, c'est pour ça, la volade, en tout cas, sur cette façon, c'est c'est la base, mais c'est plus un allié qu'un ennemi. Vraiment, et donc là, on est sur le volume daily. On a aussi le volume donc pour notre session de scalping. Donc là, si je viens ici sur le S&P, c'est par où je sors d'écran? C'est par là? Non, par là? Ouais, par là. Donc c'est un graphique. Ça, pour l'instant, c'est encore bloc de volume par heure. Et là, on a les volumes. C'est la même chose que ce qu'on a vu en daily. Par contre, ça, j'utilise pour scalper. On ne scalpe pas sur un volume daily parce que pour aller chercher un acheteur daily qui va aller chercher un vendeur daily, ça peut durer des jours, voire des semaines. Donc, ça ne m'intéresse pas pour les sessions. Par contre, là, ce que j'ai ici, ça, c'est la session d'hier. Donc, si on sort plus bas de cette zone, on est short. Si on arrive ici plus bas, on est short, on est short, on est short. On arrive sur cette zone. Alors, il y a toujours des excès. Les zones, elles sont toujours tracées d'avance. Hein. Donc, c'est vraiment des anciennes, très, très anciennes zones. En tout cas, sur ce range, pour l'instant, qui fonctionne encore. Quand on fera un breakout du range, on va se baser sur le volume qui a permis que ce range lâche. Et c'est là où on va le prendre en compte. Et donc là, par exemple, sur aujourd'hui, voilà, j'ai un S&P à 5896. Je vais regarder juste les prix, comme ça, je vais vous donner l'exemple très rapidement. Donc là, aujourd'hui, si on est haussier, en tout cas pour une session de scalping classique, le S&P peut me faire 25 points à la hausse pour aller chercher les 5915. Et si on est baissier, je vais passer short ici. Et on peut faire jusqu'au plus bas entre 15 et 25 points à la baisse. Et donc, c'est à partir de là où c'est juste des volumes, en tout cas, parce que après je vais trader sur le carnet, donc j'ai plus de graphique, entre parenthèses, j'ai plus de même si je mets quand même le 500 ticks, mais j'ai plus de repères. Et comme ça, déjà, je vais préparer ma journée. C'est-à-dire là, je vais me dire, OK, on peut faire 25 points à la hausse ou 25 points à la baisse. Mon ratio, je suis à 1 pour 3. Alors, sur le Nasdaq, sur le S&P, on peut le trader pour 1 pour 2. En scalping, ça reste faisable. Sur le Nasdaq, c'est un peu serré. 1 pour 3, on va dire, ou 1 pour 5. Donc là, on peut aller chercher 25 points. Donc, je vais regarder dans mes datas, quand j'ai une variation sur le S&P de 25 points, qu'est-ce que je prends sur cette variation? Et donc, je regarde, je me dis, OK, en moyenne, je prends 50% de la variation. Donc là, je me dis, OK, donc j'ai 25 points de variation. Donc aujourd'hui, si je me base sur mes datas, je peux potentiellement prendre 12 points ou 13 points sur le S&P. Maintenant, combien je suis prêt à risquer pour aller chercher ces 12 ou 13 points? Et là, je me dis, OK, là, aujourd'hui, je vais perdre 4 points sur le S&P. Donc, avant même de rentrer sur la session, je sais que là, aujourd'hui, 4 points sur le S&P, 50 $ le point, ça fait moins 200 $ avec un lot. Si mon compte supporte 200 $, c'est parfait. Si j'ai un plus gros compte, avec 2 lots, moins 400 $, etc. Mais on fait le calcul à la base en points. Est-ce que ça vaut le coup d'en perdre 4 points pour aller chercher 13 ou 12 points? Bon, en tout cas, pour moi, ça me va. Voilà, c'est un x3. Et avant même de commencer la journée, je sais que vraiment, le pire scénario, c'est que je vais finir à moins 4 points. Donc ma perte, elle est déjà, voilà, 200 $. Donc ma perte, elle est déjà prévue d'avance. Il n'y a pas, peut-être à l'heure aujourd'hui, alors pareil, encore une fois, c'est pas de la critique sur d'autres stratégies ou d'autres money management, mais il y en a qui ont le money management toujours fixe. Tu as combien tu es prêt à perdre par jour? 800. C'est tout. Donc 800, quand c'est une journée FOMC, tu es prêt à perdre 800. Quand le Nasdaq ou le S&P te fait 100 points à la hausse comme 100 points à la baisse. Et tu es prêt aussi à perdre 800 quand le S&P va te faire 5 points de variation. C'est pas logique, ça vaut pas le coup. Il y a des journées où limite c'est trop petit pour cette variation. Il y a des journées où c'est énorme pour cette variation. Donc toujours se baser donc sur les datas, sur les volumes d'hier et se dire aujourd'hui j'ai une très grosse probabilité. On sera ensemble tout à l'heure à 15h30. J'espère que les marchés vont bouger, mais là on peut aller donc 2 scénarios à la hausse ou à la baisse. On peut faire 20 et 25 points. La stratégie des blocs de volume. Donc, alors, pas sur l'exécution de trade, mais sur la variation du marché. L'exécution, c'est autre chose. Si seulement ça a été pareil, c'est un taux de réussite de 85%. Pourquoi? Parce que, premièrement, c'est des scénarios, donc on n'a rien inventé. Si je suis haussier, on va aller la chercher là. Si je suis baissier, je suis allé chercher là. Par contre, vous voyez, même si on rentre avec 2 scénarios, on a 85% de taux de réussite. Logiquement, c'est 100%. Parce que voilà,
Sauf qu'il va arriver des journées où le marché, il va ni aller chercher ce volume-là, ni aller chercher ce volume-là, il va rester comme ça. Il va juste accumuler. Et c'est les 15% où on n'a pas raison sur, voilà, qui manque sur cette stratégie. Mais en tout cas, la stratégie en soi, elle est à 85% taux de réussite. L'exécution, c'est autre chose. Moi, parfois, je trade le Nasdaq. Je suis que à l'achat parce qu'on a briqué une zone. Je fais que des achats, à aucun moment je passe short. Le Nasdaq décale 100 points à la hausse et je finis dans le rouge. Et j'ai fait que des achats. Il y a des journées où le marché ne donne pas. Voilà, on rentre, on balaye, on voit qu'il y a beaucoup de mèches. Voilà, et c'est ce genre de journée où il ne faut pas tenir tête au marché. Il faut vraiment se dire, j'ai 100 points de variation, ok, je prends 50 points, donc la moitié. Allez, je suis prêt à mettre peut-être 10 ou 20 ou 30 points de stop aujourd'hui sur le Nasdaq. On touche son DA loss, on arrête, parce que c'est ça qui nous. Toucher un DA loss, c'est pas quelque chose de pas quelque chose d'énervant, mais au contraire, c'est quelque chose qui nous sauve. Parce que ce jour-là, je pense que moi, en tout cas personnellement, quand je me prends un DA loss, je me dis aujourd'hui, je suis à côté de la plaque. Donc je me suis pris un DA loss, ça m'a sauvé parce que si je m'arrête pas sur mon DA loss, je comprends pas ce que le marché est en train de faire, donc je peux continuer à perdre, à perdre, à perdre. Et là, en tout cas, moi, voilà, c'est des sensations que j'aimerais bien éviter pour plus durer sur le marché le plus longtemps possible. Sachant que quand on fait de la spéculation, on sait qu'on aura des opportunités tous les jours. Donc aujourd'hui, j'en perds. Là, le mois de février, moi, je l'ai arrêté, mais il y avait des journées où je poste les résultats, je finis à moins 20 points. Si cette journée-là, je n'ai pas arrêté à moins 20 points, j'aurais été jusqu'à moins 100 points. Parce que voilà, c'est ça, j'essaye de tenter un breakout. Ce jour-là, le marché il est en train juste de ranger, donc on décale pas. Et donc j'achète, ou je short le bas, ou j'achète le haut pour tenter le breakout et le décalage de marché. Ça ne décale pas, je peux passer toute la journée en train de faire ça, je ne ferai que perdre de l'argent. Donc j'arrête, le lendemain je reviens, et ben j'essaie de même pas rattraper ma perte, de continuer à trader et suivre le plan. Si vous faites une seule opération de 200 $, vous arrêtez la journée. C'est ça. Alors, les 200 $, puisqu'on scalpe, ils ne vont pas être sur une seule opération. C'est-à-dire, on va prendre plusieurs trades. Je pense que le plus gros stop, ça va être entre 37,5 ou 50 $. C'est là où on va vraiment prendre 3-4 clics de stop. Donc, on va laisser plusieurs probabilités pour pouvoir aller chercher des gains. Parfois, on rentre sur un seul trade. Ici, on est à l'achat. Le marché décale et on va toucher la zone. C'est là où on fait la moyenne de 50%. Parfois, on va vraiment toucher 100% de la variation. Et là, on est content. Et parfois, on va toucher 10% ou 20% de la variation. Mais en tout cas, en moyenne, on est entre 50 et 60% d'encaisser en tout cas ce qu'on a prévu sur la variation, qui reste vraiment plutôt intéressant. Peut-être vous faites du day trading ou des mouvements moyen long terme, donc quand vous entendez 4 points S&P, c'est n'importe quoi. Je vous garantis, si on le traite bien, on peut limite même en vivre. C'est pas limite, on peut en vivre en faisant du 3-4 points S&P par jour. C'est plutôt intéressant. Parce qu'après, on a juste à monter un peu sa taille, puis voilà. Mais le plus important, c'est de focus sur les points. Combien on est capable de faire en points et pas en dollars. Moi, j'ai beaucoup de personnes, je parle avec eux, où ils disent ah, tiens, aujourd'hui, j'ai fait 1500. Je dis ah, c'est bien, mais tu as fait combien de lots, combien de points? Il y en a qui ont fait ça avec 10 lots, ils font juste 5 points ou 10 points à Nasdaq. Là, c'est pas les mêmes 1000 si on les fait avec un seul lot, puis on a pris, je sais pas, en tout cas sur le Nasdaq, à peu près 200, non, 200 points. C'est vraiment pas la même variation, c'est vraiment pas le même risque. Là, c'est bon pour le S&P. Ce qu'on va regarder maintenant, on va revenir un peu sur le carnet d'ordre. Ah, avant le carnet d'ordre, je vais revenir sur mon graphique de scalping. Hop là. Alors, c'est là où on scalpe. Là, ça y est, on est passé sur le scalping, donc on va scalper sur l'instantané. Donc, tout ce que vous voyez aujourd'hui sur ce graphique-là, c'est sur aujourd'hui, la variation du marché. Donc, on est à plus 0,20, 22. Le volume profile, c'est le volume profile du jour. Donc, c'est en cours de construction, la VHVL. Donc, la VH peut bouger à la hausse ou à la baisse. Pareil pour la VL. Le POC, il peut changer. Et j'ai la VWAP. La VWAP, c'est un outil super intéressant, très important pour ce qu'on fait en tout cas sur du scalping.
Pourquoi? Parce que c'est la valeur entre parenthèses du marché. Pour faire vraiment simple, c'est la valeur du S&P. Donc aujourd'hui, un professionnel qui veut acheter le S&P, eh ben, s'il l'achète à 5893, on regardera par rapport à l'heure et le prix de la VWAP, eh ben, le patron il va pas être vraiment très content parce qu'on a acheté quelque chose qui est plus haut de la valeur du marché. Un de façons de trader sur des fonds d'investissement. Les fonds d'investissement, comme on l'a dit, sont toujours investis sur les marchés. Les fonds d'investissement ne shortent pas. Donc, je parle des professionnels, les gros ne shortent pas le marché. Alors, vendre, oui, mais le shorter à découvert, comme nous, on arrive, on n'a pas de position, puis on rentre directement en short, ça c'est interdit. Ils peuvent juste vendre. Le seul moment où ils peuvent vendre, c'est vendre. Et en plus, euh, ils ont même l'obligation donc d'avoir des rapports, ce qu'on appelle les COT. C'est sur le site, on peut même le voir sur le CME, de déclarer leur position. Donc on a toujours 3 jours de retard, mais on le voit, ils déclarent leur position pour éviter toute manipulation du marché. Parce que s'il y a un gros qui veut manipuler le marché, il peut faire vraiment des dégâts, vu la quantité de l'eau qu'ils ont. Et donc, dans un type de fonds, un travail classique, alors il y avait à l'époque, quand on intègre un fonds d'investissement, on faisait de l'arbitrage sur action. C'est le boulot, dès qu'on arrive, on donne le boulot le plus chiant, entre parenthèses, à des nouveaux, c'est d'aller chercher les mêmes actions sur d'autres bourses avec le petit décalage et puis le revendre de l'autre côté et gagner quelques centimes. Le truc, c'était le plus gagnant, limite 100% gagnant. Mais quand il y a quelque chose qui est 100% gagnante, à force, elle est plus gagnante. Là, aujourd'hui, l'arbitrage se fait avec des algos. Humainement parlant, c'est fini. On ne pourra plus le faire à l'œil classique comme avant. Donc, un des boulots, pas les plus chiants, mais les plus faciles et compliqués en même temps, c'est de donner des nombres de lots à des traders et dire aujourd'hui, l'objectif, c'est d'acheter 5000 lots sur le S&P. Donc, encore une fois, ils se protègent, donc la personne, elle ne met pas de stop. C'est pas parce qu'elle ne fait pas de stop c'est du gambling, non, parce qu'il y a des positions après qui se protègent, donc côté option. Mais en tout cas, le trader en soi, il doit acheter ses 1000 ou 5000 lots sous la VWAP. Il doit faire une bonne affaire. Donc aujourd'hui, le S&P, il cote, donc sa valeur, elle est à 5884. Et bien lui, il doit acheter plus bas. On achète ici, on a juste fait notre job. Voilà, c'est bien. Plus on achète plus bas, plus le bonus à la fin d'année va être plutôt intéressant. D'un premier vue, comme ça, on a l'impression que c'est quelque chose de plutôt simple, très facile, mais c'est vraiment très compliqué à apprendre, très compliqué à faire. Parce que quand on arrive ici sur un marché qui ouvre et qui part à la hausse, alors c'est pas calculé par jour, hein, c'est sur la semaine, mais quand on ouvre ici, et là on se dit ok, donc on fait des analyses, etc. Est-ce qu'on l'achète ici ou on attend un retracement? Par contre, si le marché part plus haut, et là je dis merde, je pouvais l'acheter ici parce que c'est pas grave, parce que lundi je l'avais acheté beaucoup plus bas que la VWAP, donc ça fallait peut-être pas trop que je sois gourmand, fallait peut-être l'acheter ici parce que ce que j'ai gagné en lundi sous la VWAP, bah, ça peut récompenser mon trade. Ou on l'achète ici, puis après le marché part plus bas, et là on te dit mais attends, pourquoi tu l'as acheté ici? Le marché à 2 heures après, il était 50 ou peut-être pas sur le S&P, mais 5-10 points plus bas que la VWAP. C'est là la question. Rien que de faire ça, que ça a l'air, voilà, j'arrive, j'achète. Si demain je dis on arrive, on achète juste le marché, et ben c'est un métier. Vraiment un métier très compliqué. Et c'est comme on dit, hein, d'une façon générale dans le trading, c'est le temple de. Même quand on prend un très beau trade, on se dit ah, si j'avais chargé un peu plus, là j'aurais peut-être fait la semaine au lieu de la journée. C'est quelque chose. Alors faut pas le faire bien évidemment, mais c'est quelque chose qu'on n'est jamais. C'est l'humain d'une façon générale. On n'est jamais satisfait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait que avancer aussi. Il faut prendre les bons côtés des choses. C'est ça qui pousse qu'aujourd'hui, bah, on ne s'est pas arrêté à où on était il y a 10 ans, il y a 20 ans. On se dit, ah, c'est déjà bien, on a fait des routes, on a fait des petits trains à la vapeur et puis on arrête juste. Non, c'est ce qui nous pousse encore et encore à avancer. Et là, on va passer. Ah oui, le graphique, il est en 500 ticks. Donc pareil, encore une fois, pas de temps. Je ne dis pas que le temps, c'est pas bien, mais en tout cas, là, 500 ticks. 500 ticks, c'est quoi? C'est 500 transactions sur le marché. Dès qu'il y a 500 transactions sur le marché, là, c'est à 300, 285, 260. Dès qu'il y a 500 transactions sur le marché, j'ai une bougie qui se crée après. C'est comme le temps. Dès qu'il y a une minute qui passe, la prochaine minute, une autre bougie. Donc là, je pense qu'on a fait le tour sur ça.
Je regarde juste que je suis bien en démo. Et on va essayer de prendre quelques positions sur le marché avec le carnet d'ordre, même si le marché n'est pas encore ouvert. On va essayer de faire quelques scalps pour pouvoir voir un petit peu comment le carnet fonctionne. Donc, quand on regarde ici, bah, vous voyez, on a ce range, donc cette phase d'accumulation. Ici, on a eu beaucoup d'achats market, donc on veut potentiellement décaler le marché, qui ont été absorbés par un vendeur. Donc là, on voit qu'on a notre vendeur qui est ici, qui se fait absorber, et ici, on a notre acheteur. Donc là, on vient de détecter à 91,75, j'ai mon acheteur, et à 92,75, j'ai mon vendeur. Donc là, on peut tenter un premier trade où je vais rentrer en position pour alors jouer, on ne joue pas en bourse, mais pour tenter le range. Là, j'ai mon marché qui casse, donc je reset mon inside print et je vais me baser sur mon 91,75. Pourquoi? Parce que j'ai acheté mon 91,75 et donc je me suis pris un stop. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire mon 91,75 n'est plus acheteur. Je vais attendre un retour sur 91,75. Je vais voir la réaction sur le marché et il passe vendeur. Et donc là, je vais me placer ici. Voilà, je pense qu'on l'a raté. Et je vais placer sur 91,75 ici en short pour aller chercher plus bas. Pourquoi? Parce que mon acheteur n'est plus sur le marché, c'est mon vendeur qui a pris la main. Et c'est tout ce qu'on fait sur les marchés. C'est-à-dire, si mon acheteur continue à acheter, eh ben, je vais essayer de le suivre. Si mon acheteur lâche, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que mon vendeur a lâché. Si mon acheteur lâche, c'est-à-dire mon vendeur a pris la main. Et donc, ce prix qui était anciennement acheteur, ça va être très intéressant pour moi pour passer en short. Et donc là, on est exécuté, on a l'offre et la demande. Donc là, je suis sur un scalp. Je vais mettre mon TP ici. Là, je vais essayer de sécuriser très rapidement. Alors, c'est pas de l'excuse, ouais, on est un peu avant open, donc ouais, on a un marché qui bouge un peu dans tous les sens. Mais ça aurait été intéressant vraiment de le shorter puis mettre un TP ici. On avait un décalage pour nous 3-4 ticks. On est quand même loin de TP. Et là, le marché repart à la hausse. Donc là, on reste sur cette phase d'accumulation avant open. C'est pour ça qu'on ne traite pas les marchés avant l'ouverture. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas déjà les Américains, il n'y a pas une direction et les marchés font que ça. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. L'ouverture cash américaine, c'est entre parenthèses, c'est la base c'est leur marché. De toute façon, c'est eux qui ramènent de la volate, c'est eux qui ramènent de la quantité. Pardon. Donc là, bah, on a vu tout à l'heure le carnet qui est en screen, entre parenthèses. Là, vous voyez un peu le carnet comme il bouge sur l'inside print. Donc là, c'est les ordres exécutés, c'est les prix qu'on travaille. Alors, c'est un peu vite. Il va un peu trop vite pour expliquer. Je vais regarder si je crois pas j'ai accès au flux. Non, j'ai pas le CBOT. Est-ce que j'aurais peut-être du pétrole? Sur Nano, oui, il y a, il y a le carnet d'ordre en fait sur Nano, ouais. Ah, il y a le carnet, ouais, sur le futur. Juste fermer ça. Je démarre juste la plateforme, comme ça j'ai un peu plus lourd, un peu plus long pardon, que le S&P. Et là, bah, vous voyez ici les transactions. C'est-à-dire ici, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, j'ai des achats pardon, market. Et ici, j'aurai des ventes limites. Là, vous voyez, le marché monte. Donc, on a un palier de prix aussi, c'est-à-dire des acheteurs qui font monter les prix. Donc, on achète encore market ici. Et là, j'ai un vendeur limite en face. Là, il s'est retiré, donc on va faire un tick. Là, il revient. Et là, j'ai un vendeur limite qui recharge ses lots. Donc, 15 lots. Et si je me prends un lot ici, il va faire 14 lots. Donc là, les 15 lots ont été exécutés, donc il n'y avait plus personne. Et c'est pour ça le marché a fait un tick up, ce qu'on dit un tick à la hausse. Et pareil pour les tick down. Quand j'ai, on va attendre un petit peu voilà. Quand j'ai 10 lots ici, où là il part. Alors quand j'ai 24 lots ici, et là on prend tous les 24 lots et il n'y a plus personne qui recharge en limite sur ce prix-là, c'est là où le marché fera un tick down. Il part un tick plus bas. Le marché ira toujours chercher
où il y a le plus de volume. Quand il y a plus de volume sur un prix, ça n'intéresse plus personne. Le marché part à la hausse ou à la baisse. Là, ici, on voit, j'ai des ventes market qui ont été absorbées par cet acheteur. On a fait un tick up. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est de rentrer dans un trade comme ça. Alors, on est sur du purement, entre parenthèses, scalping, où je vais mettre 2 ticks de stop pour aller chercher 4 ticks. Alors, les marchés sont fermés pour l'instant. On attend comme on a dit, les Américains, parce que la session d'euro-dollar, elle est plutôt volatile le matin à 9h et à 14h20, un peu plus, mais le plus gros, c'est à 15h30 à l'ouverture cash US. Et donc ça va être le principe de ce qu'on fait sur le marché. C'est-à-dire, j'essaye de acheter où mon acheteur fait absorber le vendeur. Là, c'est un stop. J'essaie d'acheter où mon acheteur, il absorbe le vendeur pour aller chercher ma contrepartie qui est plus haut ou plus bas si je suis à l'achat ou en vente. C'est vrai qu'en regardant comme ça, on a l'impression que c'est un petit peu trop rapide. Il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de détails à regarder un peu en même temps. Mais quand on prend l'habitude, après, c'est vraiment quelque chose de vraiment simple. Hein. C'est pas, on apprend juste un peu la technique, la stratégie, puis à force de refaire la même chose, on finit par apprendre. Donc voilà pour le carnet. En tout cas, cette présentation du price flow, c'est-à-dire le price flow, c'est les blocs de volume qu'on a vu ensemble tout à l'heure sur les graphiques et suivre les paliers de prix sur le carnet. Plus haut j'achète, plus bas je short. Puis l'offre et la demande, je vais toujours chercher ma contrepartie. C'est une stratégie qui est plutôt intéressante pour du scalping. De l'intraday, c'est bien, mais plus loin, voilà, on n'a pas besoin parce qu'on ne va pas garder tous les prix en tête. Puis, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? Yes, dis-moi. C'est pour l'analyse que vous avez fait. On m'avait dit que pour le backtest par le carnet de route, c'était payant. Pour avoir des analyses passées par rapport au carnet de route, c'était payant. Alors, moi, ce que je l'ai fait, c'est à l'instantané, c'est-à-dire dès qu'on avait on a commencé où j'ai commencé à faire les blocs de volume depuis 2022. En fait, chaque année, je prends vraiment les datas par journée. J'avais un logiciel qui s'appelait Swice7, je crois, de mémoire. C'est un truc qu'on intègre directement sur la plateforme et on n'a plus besoin de ce fichier Excel qui calcule les ratios, etc., la stratégie. Et donc, c'est là où j'avais plus backtesté les blocs de volume sur 3 ans. Maintenant, après, le problème sur Atas, c'est vraiment plutôt une plateforme de scalping. C'est-à-dire, c'est pas comme TradingView, par exemple, on ne peut pas revenir trop dans le passé, revenir en arrière. C'est vraiment, on est sur quelques jours très rapidement. Mais ça, tu peux même le faire au jour au jour, c'est-à-dire tu fais tes blocs de volume et puis tu prends tes datas et puis voilà, c'est quelque chose qui est vraiment faisable. En tout cas, moi, j'ai testé un peu d'autres plateformes, mais j'ai pas trouvé. Il y avait Bookmap ils ont une heatmap qui est plutôt intéressante, mais en tout cas, c'est pas ce que je cherchais. Moi, c'était plus ce qu'on avait développé avec Atas sur cette partie de bloc de volume qui reste vraiment intéressant. Donc voilà. D'autres questions? Donc, Yes. là, on est à 1,04 155. Ici. Là, il y a des gros volumes. On C'est ça. attend qu'éventuellement, si ça revient sur ce niveau, on peut partir à l'achat pour que ça remonte. C'est ça. Après, il faut voir vraiment, comme on a vu tout à l'heure sur les blocs de volume, ce qu'on a fait tout à l'heure, on a essayé de l'acheter, mais on s'est pris un stop. Mais là, on a continué à absorber donc ces ventes. C'est-à-dire ici, il s'est passé quoi? On a eu 200 lots qui ont été absorbés par ce vendeur. Et en même temps, c'est-à-dire il a absorbé 200 lots à l'achat. Donc, il s'est placé en limite. Il a absorbé 200 lots market à l'achat. Et en même temps, il a envoyé 182 lots market contre les acheteurs. Donc, il a vendu aussi market. C'est-à-dire on absorbe les acheteurs et en même temps, on envoie market. Et c'est là on décale le marché. Maintenant, si le marché revient sur ce prix, oui, bien évidemment, il y a une probabilité de rentrer à l'achat et faire un TP sur les plus hauts ou viser des volumes qui sont plutôt
plutôt intéressant et plus gros, plus important, c'est ça. Donc voilà, et franchement, c'est une gymnastique en tout cas entre les chiffres. On garde des chiffres en tête, on regarde la réaction sur l'inside print. C'est à partir de là. Ce qui est bien sur le carnet, c'est que, bah, vous l'avez dit, c'est que quand le marché reviendra sur notre prix, c'est pas là on va se dire alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'achète? Est-ce que je short? Non, notre décision, entre parenthèses, elle est déjà prise d'avance. C'est-à-dire, je sais que sur ce retour-là, si j'ai ma confirmation sur le carnet d'ordre, c'est qu'il me fait la même chose, c'est-à-dire il absorbe tous les ventes market et il injecte donc il absorbe pardon, tous les achats market et il injecte donc des ordres market plus haut. Et c'est là que je vais rentrer à l'achat et mettre un stop derrière le plus bas qu'on n'avait pas traité sur cette variation, sur cette micro-variation. Et on fait que ça. Parfois, on rentre sur ce trade-là et quand on va chercher le plus haut, alors moi, je ne mets pas de TP, je mets des stops suivants. Pourquoi? Pour ne pas brider mes gains. C'est-à-dire, si je mets un TP ici, le marché vient, il prend mon TP puis il décale à la hausse. Voilà. C'est ça. Et donc, c'est là où je mets juste, je sécurise. Donc, mon objectif, c'est quand je rentre dans un trade, je suis BE. C'est la seule chose c'est mon premier objectif. Une fois que je fais BE, une fois que je suis BE, bah non, et ben là, je vais essayer de le suivre. Et de la même manière, c'est-à-dire si je l'ai acheté plus bas, et ben là, j'ai ce range qui se crée, bah, tout ce que je vais faire, je vais mettre un stop suiveur derrière ici. Je me dis, j'ai cet acheteur potentiellement ici qui peut aller chercher le plus haut et casser plus bas. Et j'aurai toujours un pas de retard. Okay. Tout dépend. Là, par exemple, aujourd'hui, 55, ouais, il va avoir, si j'étais à l'achat plus bas, là, j'aurais dans les 4-5 ticks de stop suiveur. C'est ça, toute la variation. À un moment donné, il va venir chercher. On finira par avoir un manque à gagner. Mais grâce à ce manque à gagner, on a quand même gardé le prix sur 1, 2, 3, 4 palets qui nous ont ramené 25, 28 ticks de gain. Et à un moment donné, on se prend au moins 4 ou moins 5 ticks, puis on sort. Voilà. Il y a des fois où la personne qui avait mis un TP, on l'a touché, le marché s'est retourné. Moi, je suis resté BE, j'ai fini BE, et la personne qui a mis TP, bah, elle a pris 4 ticks. Et moi, j'ai fini plus BE, quoi. J'ai ni gagné ni perdu. Demain, la personne, la personne qui met un TP, elle prend encore une fois les 4 ticks. Et moi, ce jour-là, bah, je me suis mis BE, le marché il a décalé 10 ticks dans mon sens. Donc, il a encaissé 4 ticks, moi j'ai encaissé 10. En fait, c'est ça, c'est le caractère de trading. Tout dépend déjà votre stratégie. Là, on revoit ça. On commence à faire une très belle réaction, c'est ça. Alors, on n'aime pas trop dire ça, mais le marché bloque sur ce prix. Là, vous voyez, on revient sur 155 et c'est là où on commence à accumuler plus de volume. Donc là, depuis tout à l'heure, on faisait 72, 44, 34, 57, 83. Par contre, au moment où on revient ici, ça et là, on commence à passer à 265, 236. Donc, on peut même tenter potentiellement de l'acheter ici avec un stop plutôt court et avec un TP ici. Donc là, ça va être le genre de trade. Là, vous voyez, on absorbe donc toutes les ventes, mais en même temps, on envoie donc 295 lots, donc acheteurs market qui ont été absorbés par un vendeur limite. Et en même temps, on a notre vendeur aussi qui envoie 312 lots market. Et donc là, on a cet acheteur qui protège sa position. 1, 2, on est à 3 ticks de stop pour aller chercher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ticks de gain. Là, on le traite quand même plus bas. Allez, on revient à 50. Je vais juste reset pour voir à l'instantané ce qui se passe. Retour des acheteurs à 50. Et là, on fait un tick up. Là, il faut juste qu'on décale plus haut que 55. Et comme ça, je vais mettre BE. Je réduis mon risque à moins 2 ticks. On est à 6 $ le tick hein, sur l'euro-dollar. Donc, ça va être de moins 12,50. 25. Donc là, on a ça et la dernière micro-variation qu'on peut l'avoir humainement parlant. C'est-à-dire avec, on a 145 qui tient vraiment le marché et 155. Donc, si je décale plus haut que 155, normalement, on peut potentiellement aller toucher notre TP. Et c'est à ce moment-là où je vais sécuriser. Et si on sort plus bas que 145, ben c'est là où je vais me prendre mon stop. Allez. Allez, on va essayer sur un stop sur ce trade-là. Ça veut pas. On fera une open, ouais. Après, c'est vraiment le fonctionnement de
du carnet, c'est plutôt acheteur-vendeur. La volate, comme on l'a dit au début, hein, la volate, elle est plutôt notre allié, en tout cas sur le côté scalping. Et puis, je verrai avec Raphaël, mais on se fera une session ensemble en ligne où vraiment je ferai le Nasdaq, comme ça, voilà. On serait présent ce jour-là et puis on fera ça sur une bonne volate. Comme ça, on voit un peu le fonctionnement du carnet. On reste sur 14h30, 15h30 ou on... 15h30. 15h30, c'est parfait. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? On est bon.